Bonjour, aujourd'hui on va parler de quelque chose de plus drôle que la dernière fois, c'est-à-dire de mes expériences diverses et variées en tant que danseuse sur scène qui fait du striptease. Donc première expérience dans un club, petit club, entouré de femmes que je connaissais, à part l'incident dans le dressing room. Avec des filles qui se battaient comme j'avais jamais vu des femmes se battre, c'est même plus des filles, enfin bon, elles étaient jeunes, mais quand même. Il ne s'est rien passé d'autre de spécial dans ce club-là. Mais ensuite, je suis partie en Arizona. Et là, j'ai dansé aussi. Alors, en Arizona, en Arizona dans le club où j'étais, on dansait. Bon, en plus, bon, je ne sais pas si vous savez, mais dans les clubs, on danse devant les clients qui nous payent, ceux qui veulent de. Bon, on danse sur la scène et ensuite on descend de la scène. Bien entendu, on peut passer une par une sur la scène. Donc, on descend de la scène, on va voir les clients dans la salle, leur demander s'ils veulent faire une danse privée avec nous. Private Dancer, c'est une chanson très connue qui est sortie dans les années 80. Ça faisait allusion à ça. Voilà, on essaye de faire de l'argent avec chaque client qui est là, tablé. Donc en principe, il y a une table, une chaise ou un fauteuil, et on danse devant le client. Sauf qu'en Arizona, on dansait sur la table. Et alors, la table, elle était. La première fois qu'il m'a fallu monter sur la table, je me suis dit, c'est pas vrai, je vais me casser la figure. Alors bon, en plus, c'était une table genre table de bar, donc plus haute qu'une table normale. Donc il fallait qu'on danse sur la table. Bon, ça, j'ai pas vraiment aimé beaucoup, je dois dire. Ça me semblait plutôt très dangereux. Je me suis pas cassé la figure. J'ai pas dansé très longtemps en Arizona, heureusement. Je trouvais pas ça rigolo parce que moi j'aime bien danser, donc les mouvements qu'on peut faire sur une table guéridon en hauteur quand on porte des hauts talons, les mouvements sont très limités à moins d'être une gymnaste très aguerrie, ce qui n'était pas mon cas. J'étais en Arizona, on dansait, on était trois filles et enfin trois filles qui se connaissaient, qui habitions dans la même maison en fait, hein, avec d'autres gens. Et puis là, on a entendu parler d'une super affaire qui avait à faire beaucoup d'argent en Alaska parce que en Alaska, dans le nord de l'Alaska, dans le cercle polaire, dans une ville qui s'appelle Fairbanks, qui est au-delà du cercle polaire, donc qui n'est pas complètement dans le pôle, mais parce que dans cette ville, il y avait des ouvriers, enfin, ils étaient en train de construire un pipeline, et il y avait des ouvriers qui allaient régulièrement au-delà de Fairbanks, dans la toundra, pour mettre le pipeline, et ensuite ils revenaient, ils travaillaient pendant, je ne sais plus, une quinzaine de jours, et ensuite ils revenaient sur Fairbanks pendant 15 jours, et là, effectivement, ils avaient besoin de voir des femmes, et donc ils fréquentaient un club. Donc on est parti en Alaska au mois de janvier. Hmm. Moi, j'avais habité dans les montagnes, dans les Alpes, donc je savais ce que c'était que le froid. Mais là, on nous a bien dit. D'abord, on travaillait la nuit, hein, donc déjà, on ne sortait pas beaucoup. Et quand on sortait, on nous avait bien prévenu qu'il ne fallait jamais toucher aucune poignée de porte sans les gants. Parce que sinon, on y laissait la peau des doigts. Donc voilà, mais évidemment, la manne financière qu'on nous avait promis n'était pas vraiment là. Donc on est resté un mois, je crois tout le mois de janvier. C'était très spécial, hein, c'était assez étonnant. Bon, c'est pareil quand on fait ce genre de métier. On rencontre des gens un peu étonnants. Donc, bon, ces mecs qui travaillaient sur le pipeline, c'était des mecs qui avaient travaillé sur les plateformes pétrolières aussi. C'est des boulots très, très durs. Bon, c'est vrai qu'ils étaient très reconnaissants de parler avec des femmes. Même c'était même pas vraiment
pour qu'on danse à nu devant eux. Bon, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on s'est caillé dans le club parce qu'on n'était pas beaucoup. Donc, on était que les 3 d'ailleurs dans le club et ben, on s'est vraiment caillé. Hein. Donc, ben, on dansait pour pas se cailler. Donc, même quand il y avait personne dans le club, on dansait quand même pour se réchauffer parce que ben, on n'était pas censé mettre des doudounes. Dans le club, quoi. Hein. On était censé être habillés, être légèrement vêtus. Donc voilà. Donc on est resté un mois à Fairbanks et ensuite on est descendu sur Anchorage, qui est la plus grande ville en Alaska, la capitale. Et là, moi, je suis restée, je pense, un mois de plus parce que j'ai dansé dans un autre club qui était le plus ancien bar de Anchorage. Et on dansait en fait sur ce qui avait été, comment ça s'appelle, le bar, quoi, un très long bar, immense, où paraît-il, il faisait passer les bières et il les faisait rouler jusqu'au bout du bar. Donc on dansait sur cette espèce de très longue scène qui était un ancien bar, en fait, en bois, et très étroit et très dangereux. C'est la première fois que je me suis cassé la figure de la scène. Parce que en plus ça glissait, bien entendu. Donc bon, en Alaska, non seulement il fallait danser, mais en plus, il fallait les faire boire. Et on touchait de l'argent sur chaque boisson qu'on vendait. Donc le plus cher, le plus d'argent touché. Donc ça, alors là, pas aimé. Pas aimé du tout. Resté pas très longtemps. Ça m'a juste donné le temps d'aller faire un saut dans une station de ski pas loin et de goûter la neige d'Alaska, la neige fraîche, la poudreuse en Alaska. Mon Dieu, c'est tellement léger que tu es obligé de mettre, là pour le coup, tu es obligé de mettre un masque sur les narines, sinon quand tu descends, la poudreuse, c'est magnifique. J'ai un souvenir, j'ai passé une journée à faire ça, c'était magnifique, la neige était merveilleuse, il faisait très très froid, mais bon, c'était super. J'ai quitté l'Alaska, je suis revenue au Texas, là où je connaissais le plus de gens, toujours pareil, hein, des membres de ma communauté. Et donc, j'ai dansé pendant longtemps à Austin, au Texas. Et là, je voulais juste vous parler de... un jour, enfin, ce que je disais, c'est qu'en fait, quand on fait ce genre de boulot, on rencontre effectivement des gens particuliers. Donc, pour vous donner une idée, bon, une fois j'ai rencontré un type, ce qu'il faisait pour... Ah oui, en Alaska, on a rencontré... je me rappelle. En Alaska, on a rencontré un homme qui était le propriétaire d'une mine d'or en Alaska. Une mine d'or qui avait de l'or. Il avait d'ailleurs son petit avion privé. Je crois qu'il habitait en Californie régulièrement et qu'il venait en Alaska avec son petit avion pour surveiller sa mine. Donc, j'avais jamais vu ça. Moi, je savais même pas qu'on pouvait être propriétaire d'une mine d'or. Ben voilà. Au Texas, j'ai rencontré un type qui, lui, il gagnait son argent et pas mal d'argent. Il plongeait pour ramasser des éponges. Vous savez, les éponges qu'on trouve dans la mer. Donc, c'était ça son boulot. Et paraît-il, ça payait très bien. Bon, bien sûr, des mecs qui travaillaient sur les oil rigs, sur les plateformes pétrolières au large, Golfe du Mexique, ça j'en ai rencontré beaucoup. Et j'ai rencontré, bien entendu, devine quoi, des dealers de drogue, dont un dont je me souviens plus particulièrement. J'étais au bar, je prenais un break de danser, de parler aux gens, quoi, d'aller trouver des mecs à qui parler aux tables. Et il y avait un mec qui était assis au bar qui commence à entamer la conversation avec moi. Un mec habillé en cow-boy, hein, bottes de cow-boy, chapeau de cow-boy et tout ça. Bon, enfin, il y en a beaucoup hein, au Texas, c'est leur habit naturel. Donc, rien de particulier là. Et puis, on discute et tout. Il commence à me raconter que lui, bon, il me demande si je voulais de la coke.
Donc ce mec au bar, c'était un dealer de coke. Il était là pour ça. Et il était très fier de ça, parce que ce qu'il a fait, et ça je m'en rappellerai toute ma vie, c'est qu'il m'a dit, je devais avoir un air de doute sur ma tête, donc il m'a dit, ouais, moi, gros dur, tu vois. Il m'a dit, ouais, regarde, hein. Donc il avait des bottes de cow-boy, comme je dis. Il ouvre sa botte de cow-boy. D'un côté, il avait une liasse de billets de 100 dollars hein, mise dans sa botte. Et de l'autre côté, il me montre l'autre botte et il y avait un revolver. Enfin, je sais pas, un revolver, c'est ouais, un gun, quoi. Donc, pas gros, mais bon, qui tenait dans sa botte. Alors, évidemment, je l'ai cru, hein, parce que, bon, une liasse de billets, une arme à feu, bon, à moins qu'il était un flic déguisé, mais là, je pense pas. Des dealers, il y en avait beaucoup. Et puis aussi des prostituées. Dans chaque club où j'ai travaillé, il y avait au moins une fille qui se prostituait. Et d'ailleurs, tu pouvais voir qui c'était, puisque c'était celle qui dansait jamais, quoi, qui montait jamais sur la scène. Les risques de travailler dans des endroits comme ça, c'est effectivement de devenir accro à l'alcool. Dans mon cas, j'ai jamais été accro à la drogue, en tout cas pas du tout à la cocaïne. J'aime pas du tout la sensation que ça fait et j'aime pas du tout comment on a l'impression d'être sous cocaïne. Moi, je suis rentrée un soir du club, j'étais bourrée et je me suis fait arrêter par un flic. À ce moment-là, il faisait pas systématiquement souffler dans un test d'alcoolémie. Je sais pas s'ils en avaient pas sur eux. Et en tout cas, il m'a fait marcher en ligne droite hein, et réciter l'alphabet à l'envers, c'est ce qu'il faisait faire. Donc, marcher en ligne droite, même si j'étais très, très, très bourrée. Mais ça se voyait pas parce que j'avais l'habitude de travailler comme ça, de danser sur une scène avec des hauts talons. Donc, le marcher en ligne droite, c'était pas vraiment un problème pour moi. Sans perdre mon équilibre, je maîtrisais très bien. Donc, je me suis pas fait emmener au poste. Ce qui aux États-Unis, s'ils arrivent à prouver que vous êtes sous influence, boum, ça y est, en prison. Et pour sortir, il faut payer. Et en plus, on perd son, évidemment, on n'a pas le droit de conduire pendant un certain temps. Enfin bon, bref quoi. Donc j'évite ça. Et puis après coup, je me dis, et ben voilà, ça y est, ça veut dire, c'est le signal, il faut arrêter. Et donc j'ai arrêté du jour au lendemain, d'un coup d'un seul. Et j'ai arrêté de manière rigolote. Je me suis mis sous une cure de raisin. C'est quelque chose que j'avais fait déjà en France plusieurs fois. Donc c'était pratiquement l'automne. J'ai fait une cure de raisin pendant, je crois, 20 jours, 21 jours. Je mangeais que ça. Et ça m'a passé l'envie de l'alcool d'un coup d'un seul. Ça m'a pas manqué. Et donc j'ai réalisé après ça. Après, j'ai continué à travailler sans être alcoolisée. Et j'ai réalisé, c'était vraiment étonnant, parce qu'on était que, en fait, deux filles dans tout le club qui n'étions pas alcoolisées. Et en fin de soirée, bon, en général, le club, je crois, est fermé à 2 heures du matin. Entre minuit et 2 heures du matin, on était les seuls qui avaient la tête claire, quoi. Hein. Et c'était étonnant de regarder tout le monde. Hein. C'est un petit peu comme en ce moment, quand on regarde, je vais encore faire un... Et quand on regarde les gens qui sont dehors et qui portent leur masque, ou qui sont dans leur voiture, qui portent leur masque, les gens qui sont comme des robots. Donc là, je voyais les filles, je voyais non pas que les filles, le barman, le DJ, tout le monde, hein, le manager. Bon, en plus, s'ils n'étaient pas alcoolisés, ils étaient sous influence d'une drogue quelconque. Et quand on est sobre et qu'on regarde tout ce qui se passe autour de nous et que tous les gens sont sous influence, c'est vraiment c'est un drôle de point de vue, mais c'est très intéressant. Donc je te recommande de faire ça, commence à regarder les gens autour de toi avec cette sobriété. Une longue conversation et je te dis à la prochaine fois.